Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du jeudi 15 décembre 2022. Dans les informations de ce jour, page politique pour commencer. Concernant la tournée du président de la République Malagasy aux États-Unis, actuellement, une rencontre s'est tenue entre le président Andry Rajoelina et le président Joe Biden hier soir à Washington. Les deux hommes d'État se sont entretenus sur l'élection qui aura lieu à Madagascar en 2023 et notamment sur l'importance de son déroulement par rapport à la démocratie. Reportage de Judikel Rangenerin et Andouran Sajaipe. Parmi les événements qui ont marqué la visite du président de la République aux États-Unis figure cette rencontre avec le président des États-Unis, Joe Biden, à la Maison-Blanche hier soir. Une rencontre qui s'est tenue avant la table ronde entre le président Joe Biden avec les dirigeants africains qui préparent les élections. Concernant cet tête-à-tête entre les deux chefs d'État, celui des États-Unis et celui de Madagascar, le président Joe Biden a affirmé que les États-Unis sont aux côtés de Madagascar pour promouvoir la démocratie. Il n'y aura pas de démocratie tant que la population ne se développe pas dans le domaine économique et social, notamment à travers le contrôle de l'éducation et la santé au sein d'un pays, selon le président Joe Biden. C'est pour cette raison que les États-Unis soutiennent l'économie de l'Afrique. Les États-Unis ont aussi une place importante dans le partenariat pour le développement du pays, selon le président Andry Rajoelina de son côté. Il a martelé que le continent africain a besoin de calme et d'apaisement. Et dans les actualités sociales et économiques, le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable a été lancé officiellement ce matin au Novotel à Larbi. Ce projet financé par la Banque mondiale sera mis en œuvre dans la ville d'Antananarivo et dans 6 autres villes secondaires. Les centres de santé, des écoles et des communautés très vulnérables seront priorisés dans l'exécution de ce projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a souligné que ce projet n'est qu'un début de la collaboration avec la Banque mondiale dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Les détails avec Miar Vulatsfer et Secha Anjenab. Grâce à ce projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable, PAAEP, plus de 3 423 000 personnes pourront désormais être desservies en eau potable et auront accès à des infrastructures d'assainissement dans la ville d'Antananarivo et dans 6 autres villes secondaires, en l'occurrence Antsranan, Madzang, Antirabe, Fenarantsu, Manakar et Mananzar. Le projet PAAEP, financé par la Banque mondiale à hauteur de 220 millions de dollars, sera mis en œuvre pendant 5 ans. La représentante de la Banque mondiale a souligné l'importance de l'investissement dans le secteur eau. Elle a également insisté sur le fait que la JIRAMA pourra démontrer sa performance à travers ce projet. C'est extrêmement important d'investir dans le secteur. Et nous nous réjouissons que le gouvernement nous ait demandé de rejoindre leurs efforts et je les félicite pour ça. Deuxième message, c'est que l'eau coûte plus cher aux pauvres. Et c'est de cet paradigme qu'il faut qu'on change. Évidemment, ces investissements, on les fait où? D'abord dans le Grand Tana et dans les 6 villes. Et que comme vous le savez, c'est dans la juridiction de JIRAMA. Je n'ai pas besoin de vous rappeler comment JIRAMA fonctionne. Je vis dans Tana comme vous. On sait ce que la performance de cette entreprise. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces fonds ne sont pas gratuits pour JIRAMA. Il faudra que JIRAMA commence à démontrer cette performance et c'est un des éléments sur lesquels on va travailler. On travaille sur le secteur de l'énergie et en même temps sur le secteur de l'eau. Donc il sera fondamental de le faire. La Banque mondiale n'a pas œuvré dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène depuis 15 ans. Mais après la demande du gouvernement malagasy en 2020, le projet a vu le jour et a été lancé officiellement ce matin. Une des composantes clés de ce projet est l'amélioration des services et infrastructures en eau, assainissement et hygiène dans les écoles et formations sanitaires. C'est le focus de l'atelier de réflexion qui suit ce lancement. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Finia Vravukac, a précisé que ce projet PAEP est une première collaboration de son département avec la Banque mondiale, mais d'autres projets suivront comme Mions et la pipeline à Manjafé-Tsivuri. Il a également fait appel aux autres partenaires techniques et financiers afin que ces derniers apportent leur contribution pour atteindre ensemble les objectifs déterminés dans le cadre du VELRA numéro 2, l'eau pour tous.
Le BNGRC est actuellement en train de réviser son système pour la réduction des risques de catastrophes. L'objectif est de pallier les lacunes constatées lors du passage des derniers cyclones. L'établissement d'un centre professionnel qui facilite la planification et accélère les travaux est important selon la déclaration du directeur général du BNGRC. Hier a eu lieu la signature de l'accord de coopération entre le BNGRC et une plateforme privée pour des échanges mutuels d'informations sur les catastrophes naturelles. Reportage. Il est indispensable pour Madagascar de mettre en place un centre opérationnel de partage d'informations, notamment en cette saison pluvieuse et cyclonique, afin d'éviter entre autres les inondations qui entraînent souvent des pertes de vie humaines. Par ailleurs, les centres opérationnels qui existent actuellement à Madagascar ne font que transmettre les informations au BNGRC, qui est le seul responsable de leur traitement et de leur publication, selon le directeur général de ce bureau national. Ainsi, la mise en place de ce centre opérationnel figure parmi la participation de toutes les parties prenantes qui peuvent recueillir et transmettre les informations afin de pouvoir réagir le plus tôt possible en cas de catastrophe. Le secteur privé est en fait partie de la solution parce que toute la technologie que le secteur privé apporte, tous les soutiens matériels, financiers ou même les solutions, les expertises que le secteur privé apporte font partie de la solution en ce sens que des pays comme Madagascar ont tellement besoin de ce type de coordination multipartite pour répondre aux vulnérabilités auxquelles le pays est confronté. Et donc du coup, d'avoir ce centre qui est inauguré, c'est une étape de plus pour renforcer la capacité de réponse, mais également la capacité de prévention des crises du pays. Une plateforme privée avec le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes ont signé hier un accord de coopération qui porte sur la possibilité de s'échanger de façon fluide les informations relatives aux catastrophes naturelles. Pour appuyer le ministère de l'économie bleue sur les enjeux de la création d'emplois dans l'économie bleue hiver à Madagascar, l'OIT, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique et des lois sociales, a formé des personnels de l'administration publique issus des 23 régions. Formation qui s'est tenue à Nkurunjan pendant 3 jours et qui a pris fin hier. Reportage de Felna Rakotarsoul et Nzara Ranjiansu. L'OIT appuie l'initiative de la Direction générale de la promotion de l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales afin de former le personnel de l'administration publique sur les enjeux de la création d'emplois dans l'économie bleue et l'économie verte à Madagascar. Pendant 3 jours donc, du 12 au 14 décembre 2022, l'OIT, par son spécialiste en économie bleue, a apporté ses expertises techniques et a partagé les outils nécessaires pour la recherche de plans et de stratégies à mettre en place afin que ce potentiel de création d'emplois décents dans l'économie bleue et l'économie verte soit une réalité, surtout pour les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap dans les différentes régions. Je profite de cette opportunité pour féliciter le ministère de l'économie bleue et de la pêche pour avoir fait de Madagascar le 3e pays de ce qu'on appelle FITI, ça veut dire Fishery Transparency Initiative, qui permettrait à Madagascar d'être plus transparente dans la gestion de la pêche. Et l'OIT est disponible pour pouvoir appuyer le ministère de la pêche et de l'économie bleue à atteindre ces objectifs. C'est dans ce sens que nous avons formé depuis 3 jours des fonctionnaires du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales, ainsi que des fonctionnaires du ministère de la Pêche et de l'économie bleue dans différents concepts, à savoir le concept de transition juste, de l'économie bleue, de l'économie verte et surtout de l'utilisation du dialogue social pour le développement de l'économie bleue et de l'économie verte, ainsi que pour la transition juste. À l'issue de cette formation donc, les principaux défis ont été identifiés, à savoir défis sociaux, économiques et environnementaux, et des plans d'action concrètes sont proposés pour les différentes régions.
La relation entre le Japon et Madagascar dans le domaine des transports s'améliore et elle va se renforcer à travers les projets et collaborations qui ont été menés depuis, selon le ministre des Transports, Roland Ranzatouil, aujourd'hui, lorsqu'il a accueilli le nouvel ambassadeur du Japon à Madagascar, son Excellence Abe Koji. La coopération s'étendra également dans de nombreux autres domaines. Par ailleurs, l'ambassadeur du Japon a affirmé que le Japon est toujours prêt à poursuivre la coopération avec Madagascar. Écoutons-le. Donc le Japon tient l'aménagement de port de Tamatave, qui est un grand projet et qui prend encore quelques années avant de terminer, mais c'est un symbole de notre coopération, donc on a discuté cela. Autre chose, peut-être, comme Monsieur le ministre est responsable pour les transports aériens, donc en ce moment, pour les Japonais de venir ici, il faut passer par Paris ou ailleurs, donc c'est un long chemin. Mais donc si il y avait des vols plus pratiques qui passent par Bangkok ou quelque part, donc il y aurait peut-être plus de Japonais, de touristes japonais qui souhaitent venir ici à Madagascar. Plus d'une cinquantaine d'infrastructures de proximité ont été construites dans le 2e arrondissement pour cette année 2022. Des infrastructures comme des rues en pavé, des ruelles, des adductions d'eau, mais aussi des bassins lavoirs. Entre autres, ces bassins ont fait l'objet de réceptions provisoires aujourd'hui par la députée de Madagascar, Lantra Koutoumang. Reportage sur les images de Zahran Djensou. Ce sont les infrastructures de proximité, des infrastructures utiles à la population dans leur quotidien. C'est ce qui ont été priorisés par la députée de Madagascar élue dans le 2e arrondissement, surtout pour cette année 2022. Des infrastructures construites par la députée ou encore ceux entrant dans le cadre de SIAD, mais aussi des infrastructures construites par l'État pour le 2e arrondissement. Il s'agit entre autres des ruelles qui traversent les quartiers du 2e arrondissement, dont la plupart ont été faites en pavé, des bornes fontaines ou encore des infrastructures d'adduction d'eau et des bassins lavoirs. Ces bassins lavoirs sont inscrits dans le projet Lalankil, réalisé en collaboration avec le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers et le ministère des Finances et de l'Économie. 6 bassins lavoirs dans plusieurs quartiers du 2e arrondissement ont fait l'objet de réceptions provisoires aujourd'hui. Ces infrastructures ont été à la demande de la population et a été transmises à l'État par la députée Lantra Koutoumang. Actuellement, la députée et son équipe sont en pleine élaboration des projets pour le 2e arrondissement pour l'année 2022, selon les explications. Et dans l'actualité sportive, l'équipe de France affrontera l'équipe de l'Argentine pour la finale de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Hier soir, la France a remporté la demi-finale contre le Maroc sur le score de 2-0. La finale se tiendra ce dimanche si le match pour la 3e place se fera samedi. Anzara Zonarville nous en dit plus. La victoire de la France a été claire hier face au Maroc durant la 2e demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Dès la 5e minute de jeu, la France a marqué un but par Théo Hernandez. Les Marocains ont essayé d'égaliser durant la première mi-temps, mais en vain, Hugo Lloris a toujours pu intercepter les tirs. Le Maroc ne s'est pas pour autant laissé abattre et a poursuivi ses attaques, mais contre le cours du jeu, c'est la France qui a marqué un autre but. 2-0, c'est le score final de cette demi-finale. La France affrontera l'Argentine lors de la finale ce dimanche. L'Argentine, dont ce sera la 6e finale de la Coupe du Monde, si ce sera la 3e pour la France. Quoi qu'il en soit, ce sera la 3e Coupe du Monde pour l'une des 2 équipes à l'issue de cette finale. Toujours à l'international, restant toujours en France, la 9e vague de l'épidémie de Covid est toujours en progression dans ce pays, associée à une hausse des hospitalisations et des décès qui ont été observés aujourd'hui. Les autorités sanitaires, alors que le pays affronte aussi la grippe et la bronchiolite. France 24. Au centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël, le nombre de patients hospitalisés pour cause de Covid a doublé en 2 semaines. 8 Covid. 8 Covid avérés, 6 avérés, 2 en suspicion pour le moment. Face à cette situation, le personnel hospitalier se heurte sans cesse au problème du placement des malades. C'est des problématiques de capacitaire, de dimensionnement, un service qui n'est pas adapté. Et nous, tous les jours, à essayer de trouver des solutions pour hospitaliser les patients qui en ont besoin, dans des conditions qui sont acceptables. En France, 23 742 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19. 2644 malades de plus que la semaine dernière.
Des contaminations qui augmentent alors que certains pharmaciens constatent des retards de vaccination chez les plus fragiles, comme ici à Marseille. Il y a du retard sur la population cible. On a reçu notamment hier une information de la DGS, la Direction Générale de la Santé, comme quoi qu'il y a seulement 30% de la population cible, c'est-à-dire les plus de 60 ans avec des comorbidités ou les plus de 80 ans, qui sont correctement vaccinés. Contre le Covid-19, les pharmacies sont en première ligne. 80% des rappels vaccinaux y sont assurés. Les infirmières britanniques entament aujourd'hui une grève sans précédent pour exiger de meilleurs salaires et conditions de travail dans un contexte de forte tension sociale au Royaume-Uni. France 24. Vous entendez derrière moi leur mot d'ordre, hausse de salaire. Il y a environ 300 000 infirmières dans le secteur public. La grande majorité est en grève aujourd'hui. Nous avons parlé tout à l'heure à la patronne de leur syndicat, le Royal College of Nurses. Il est clair que cette grève continuera jusqu'à ce qu'il y ait une avancée dans les négociations. Et pour l'instant, ces négociations sont complètement au point mort entre le gouvernement et le syndicat des infirmières. Alors, le syndicat des infirmières réclame presque 20%, un peu moins, 19% de hausse de salaire. Cela peut paraître énorme, mais il faut prendre en compte 11% d'inflation dans ce pays et bien entendu le prix de l'énergie qui flambe déjà depuis plus d'un an. Donc il y a de nombreuses infirmières qui, avec un salaire, malgré 10 ans d'expérience et une licence universitaire, ne parviennent pas à vivre avec seulement moins de 2 000 € par mois de salaire. Donc aujourd'hui, c'est un ras-le-bol complet, un ras-le-bol qui se mesure déjà depuis longtemps par d'énormes problèmes au sein du secteur public. Il y a en Angleterre seulement 50 000 postes vacants parce que les infirmières quittent leur profession. Elles sont si mal payées qu'elles quittent leur profession. Et donc il y a en plus un surcroît de travail énorme, des conditions de travail abominables dans le secteur public. Et donc aujourd'hui, ces infirmières en ont vraiment assez. Voilà, cette grève du jour qui vient se greffer à un mouvement social déjà d'ampleur qui concerne maintenant un certain nombre de secteurs. Aujourd'hui même, il y a aussi une grève des trains. Pendant tout le mois de décembre, les environs de Noël et le mois de janvier, ces grèves vont continuer. Et c'est en fait un hiver qu'on peut comparer, pour ceux qui s'en souviennent, à la fin des années 1970, 1979 et 80, les années Thatcher, avec un véritable mouvement social qui prend une ampleur jamais vue depuis cette époque-là au Royaume-Uni. Et les combats font rage à Bakhmout et la population souffre sous les bombardements. Les habitants de cette ville de l'est de l'Ukraine fuient en masse, évacués dans des véhicules conduits par des volontaires. Plus de 90% de la population est déjà partie se mettre à l'abri. Reportage de France 24. Il y a 3 jours, un obus est tombé sur l'appartement dans lequel habitait Angelina. Ce sont les fenêtres de l'appartement. Celle-ci, c'est la cuisine. Là, c'est la chambre où nous dormions. Il y a un grand lit. Maintenant, il y a du verre partout. Et les murs se sont complètement effondrés. J'étais assourdie. L'onde de choc m'a frappée sur le côté droit. Je boitais. La frappe a décidé Angelina et son copain Maxime à réserver un bus pour évacuer Bakhmout. Angelina avait déjà dû quitter l'appartement familial 6 semaines plus tôt. Le bâtiment s'est effondré, frappé par un missile. Une partie des habitants s'est retrouvée coincée dans le sous-sol et sont morts. Les 8 membres de la famille d'Angelina étaient sortis. Ils ont survécu. À ce stade, toute la famille a évacué et je veux partir aussi, mais mon père veut rester. S'il quitte la ville, ce sera pour aller en Russie. Nous ne sommes pas d'accord. Moi, je suis une patriote. Dans la famille, on évite ce sujet. Le lendemain matin, dans la cave chez un ami, Angelina et Maxime récupèrent les sacs dans lesquels ils ont entassé toute leur vie. Allons-y. Je suis très heureux de quitter le feu de cette zone de guerre, mais je suis triste d'abandonner ma ville. Je reviendrai un jour.
Le bus d'évacuation est conduit par des volontaires qui ramassent les civils dans les villes proches des lignes de front et les évacuent gratuitement vers les zones sûres. Aujourd'hui, Angelina et Maxime sont les seuls passagers. Parfois c'est 2 personnes, d'autres fois c'est 15, ça dépend. Le problème c'est qu'il n'y a plus de réseau téléphonique. Donc on vient à heure fixe et on prend aussi les gens qui arrivent à nous joindre. C'est dur pour ces 2 jeunes de quitter la ville où ils ont grandi. Hier, j'ai pleuré. C'est vraiment dur. Je n'avais aucune envie de partir, mais il n'y a pas de travail, pas d'argent. On a froid et faim tout le temps. J'ai envie de vivre, pas juste survivre. Prochain arrêt, la grande ville de Dnipro, à 260 km à l'ouest. Là-bas, Angelina et Maxime devront se rebâtir une vie en attendant que la paix revienne à Bakhmout. À la sortie de la ville, un immeuble est en feu. Il vient d'être frappé par l'artillerie. Les conditions de vie à Bakhmout sont devenues si dures qu'une très large majorité de la population a fait le choix de fuir. Sur les plus de 70 000 habitants qui peuplaient cette ville, il n'en reste plus que 2 à 5 000. Mesdames et messieurs, le Viva événement touche à sa fin pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.